Pas de recul du gouvernement dans sa décision d'interdire toute activité aux associations estudiantines. Devant la presse ce mardi, les ministres de l'enseignement supérieur, de la justice et des sports ont tenu à clarifier l'opinion publique sur cette décision qui suscite assez de remous. Principale raison de la prise de ce décret, le climat d'insécurité permanent sur les campus. Ce climat d'insécurité est dû au fait qu'il y a au moins 3 associations fêtières qui se disputent la priorité sur le campus. Nous avons des rapports qui ont permis de constater qu'entre associations, ils se poignardent, ils se font la guerre. Ils ont des états-majors, ils ont des groupes qui sont entraînés par des militaires à la retraite et des paramilitaires. Il y a des zones non franchissables, des zones interdites sur le campus, où ne peuvent y aller que les membres de cette zone-là. Le recteur ne peut pas y aller, le professeur ne peut pas y aller, le vice-recteur ne peut pas y aller. Des raisons qui justifient les crises permanentes à la faculté des lettres, arts et sciences humaines depuis 2015. Le décret pris par le gouvernement serait pour certains une entrave aux libertés, chose qu'a tenu à démentir le trio ministériel. Ce gouvernement est le produit des conquêtes les plus éminentes sur les questions de liberté. En son sein, dans son entourage, il s'est associé les porte-flambeaux de la lutte pour la liberté. Et l'on sait bien que l'espace universitaire est l'ancrage essentiel de la lutte pour la liberté. Ce n'est donc pas un décret portant dissolution, un autre mot que nous avons entendu, suppression d'une quelconque liberté. Après l'interdiction des activités des associations estudiantines, la prochaine étape serait, selon le ministre Osvaldo Miki, d'avoir une seule association fêtière comme les autres pays de la sous-région. Le gouvernement invite donc les organisations estudiantines à se réorganiser au plus tôt pour s'adapter à la nouvelle carte universitaire. Abstention. 2 voix. Contre. 8 voix. Pour 239 voix. Il n'y a pas eu véritablement de débat ce mardi à l'Assemblée nationale comme lors de l'examen de l'avant-projet de constitution le vendredi 7 octobre dernier. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara, la quasi-totalité des votants se prononçant en faveur du texte. Pour le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, ancien chef de rébellion, les députés ont écrit une page de l'histoire du pays. Vous avez fait œuvre utile en soutenant l'avant-projet devenu projet de constitution. Je pense que les députés n'avaient pas pour vocation de s'interposer et de constituer un obstacle supplémentaire au peuple, seul souverain, se prononcer sur le projet de constitution. L'article 35, avec sa conjonction de coordination et la levée de la limite d'âge qui était fixée à 35 ans, le poste de vice-président, mais encore le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, la consécration de la Cour suprême et de la Cour des comptes par la séparation des pouvoirs sont quelques nouveautés de ce qui sera la nouvelle Constitution. Le texte prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels ou une extension des compétences du Conseil économique et social avec l'ajout de compétences en matière culturelle et environnementale. Cependant, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ont dénoncé le projet la semaine dernière. Craignant que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, l'opposition appelle les Ivoiriens à faire échec à cette initiative antidémocratique et qui menace très gravement la paix et la stabilité du pays. Le texte sera soumis à un référendum le dimanche 30 octobre prochain. Alima, fille de nomade, a été excisée au plus jeune âge et mariée à 13 ans à un homme qui en avait 25. Un destin banal dans cette région aride du nord-est du Kenya, où 80% des femmes sont illettrées.
C'est bien plus que la moyenne nationale de 12%. Je n'allais pas à l'école avant. On était toujours dans des endroits reculés et je devais m'occuper du bétail. Majoritairement peuplée de Kenyans d'origine somalienne, cette région autour de Wajir est minée par les attaques récurrentes des Chebab. Ici, plus de 4 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans, le double de la moyenne nationale. En juin 2015, l'ONG Save the Children, en collaboration avec le gouvernement kényan, a lancé un programme éducatif pour ramener les filles à l'école. Une initiative souvent mal comprise par une population nomade et très religieuse. C'était difficile pour moi d'accepter de mettre ma fille à l'école. En tant que nomade, on allait de village en village, on bougeait tout le temps. Mais avec le temps, et une fois que nous nous sommes installés ici, j'ai accepté de la scolariser. L'ONG donne une compensation financière de 26 € par trimestre, une aide qui a permis de convaincre Adan et d'autres familles du village. Pour Hussein, le mari, cette opportunité va changer la vie de son foyer, même si cela doit repousser l'agrandissement de la famille. Ne pas avoir d'enfants maintenant, ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle j'accepte que ma femme retourne à l'école, c'est pour qu'elle soit éduquée, mais surtout pour lui permettre de trouver un travail. Halima espère devenir professeur des écoles et subvenir financièrement aux besoins de sa famille. À 16 ans, c'est la plus âgée de sa classe et la seule à être mariée.